Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, retour vers les années 90 afin de déterrer, j'imagine, un fort bon souvenir pour la plupart d'entre vous, le film Twister, sorti en 1996 et réalisé par le néerlandais Jan de Bont, qui avait commencé sa carrière en tant que chef-op et qui ici fait sa deuxième réalisation 2 ans après Speed. J'imagine qu'après cette réussite, d'ailleurs, il a dû avoir toutes les cartes en main pour mettre en scène ce blockbuster catastrophe qui va bientôt avoir une fausse suite soft reboot en salle, c'est pour ça aussi que j'en parle, mais visiblement aucun personnage originel n'est prévu dans celle-ci, enfin du moins, sauf surprise. Alors il faut savoir que le Twister donc originel a été coécrit par Michael Crichton et son épouse de l'époque, 3 ans après le film Jurassic Park, dont il avait écrit le bouquin, mais le monsieur avait déjà travaillé au cinéma en tant que réalisateur, notamment, par exemple, le film Westworld, Monde Ouest, dont j'ai parlé il y a quelques mois. Au casting de ce Twister, nous retrouvons de vraies têtes d'affiche, notamment Helen Hunt, qu'on ne voit plus trop désormais sur les écrans, le regretté Bill Paxton à ses côtés. L'antagoniste est joué par Cary Elwes, tandis que la future femme du héros, propulsée ici dans un monde qui n'est pas le sien, est jouée par la timorée, enfin du moins c'est le rôle qu'on lui donne, Jamie Gertz. Et parmi cette troupe de joyeux lurons chasseurs de tornades, un peu foufou quand même, nous avons par exemple le regretté lui aussi Philip Seymour Hoffman pour l'un de ses premiers rôles, très rock'n'roll, comic relief. On reconnaît également Alan Rock, Sean Whalen, Todd Field, réalisateur également, Joey Slotnick, et on a aussi dans le rôle de la tante Meg, Lois Smith. Voilà, je fais à peu près le tour, pour quand même un métrage qui est assez culte pour beaucoup, à recontextualiser pour l'époque, notamment sur les effets spéciaux, mais j'y reviendrai, et qui raconte l'histoire donc de chasseurs de tornades, clairement, mené par la docteure Jo Harding, qui a vécu un traumatisme dans son enfance, on le voit dès le début, ce qui fait d'ailleurs qu'elle est obsédée par ces tornades-là, elle veut en savoir plus, voire même les affronter. Et avant, parmi eux, il y avait un autre docteur, Bill Harding, qui a quitté la team pour devenir présentateur météo, mais qui revient ici parce qu'il va épouser une autre femme, qui l'amène avec lui. Et le problème, c'est qu'il n'a pas divorcé de Joe, donc il vient pour faire signer les papiers. Sauf que elle est en pleine action avec son équipe, ils sont sur le terrain. Et très vite, les papiers, elle s'en fiche un peu. Elle voit des tornades au fond, elle entend des appels à la radio, et elle court, quoi. Bill, comme il était avec eux avant, il va vite avoir ce vieux démon qui va revenir en lui. Et les papiers, vite, il va s'en fiche aussi. Et il va les suivre. Alors, au début, c'est un prétexte. « Oh, elle a oublié de signer les papiers, mince !» Mais il va participer un peu. D'autant plus que Joe, pendant son absence, a finalisé la mise au point d'une machine peut-être révolutionnaire qui permettra de calculer pas mal de choses une fois lancée dans la tornade. Une machine qui s'appelle Dorothy, évidemment en lien avec le magicien d'Oz. Il y a un filigrane là-dessus qui est, on va dire, pour la pop culture américaine, très important. Voilà. Mais pas que la pop culture américaine. Non, non, non. Et évidemment, Bill et Joe vont se rapprocher à nouveau face à ces dangers-là. Et on va avoir plusieurs tornades de plus en plus grosses et destructrices plus on avance dans le film. Ça, c'est assez ciblé, c'est une autoroute sur l'intrigue. Mais il y a aussi la caution Melissa, donc la future potentielle femme de Bill, qui va se retrouver perdue au milieu de tout ça. C'est presque drôle, mais touchant aussi. Elle est psychologue en plus. Et à chaque fois qu'elle a quelqu'un au téléphone pour donner des conseils, c'est très amusant. Et c'est un vrai bon film quand même. Évidemment, c'est les années 90. On peut le regarder aujourd'hui avec certains défauts. Pour les effets spéciaux, j'ai envie de dire, pour l'époque, ça passe. On voit qu'il y a de la démonstration technique, on va pas se mentir. Le film est écrit pour le spectaculaire, tant et si bien que tu as l'impression parfois que les tornades sont trop vivantes, à vouloir vraiment suivre les gens, et poser des problèmes plus que on imaginerait en vrai. Bien sûr, mais ça donne lieu à des moments, alors certes numériques d'antan, qui sont comme ils sont, mais il y a une ambiance. Voilà. Et là, j'ai envie de saluer par exemple le travail du chef-op, qui n'est pas un inconnu, Jack Green, qui a beaucoup travaillé avec Clint Eastwood, auparavant par exemple sur la route de Madison, ou Impitoyable, et même Un monde parfait. Et on le voit justement comment il filme un peu l'Amérique. Parce que là, on est sur des routes, quelque part dans l'Oklahoma. Et il y a ça, avec aussi le travail sur le ciel. Je pense que c'est pas anodin ce choix de chef-op. Mais bon, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, on voit sa patte, je trouve, au monsieur. Et donc, oui,
forcément, dans les intrigues, c'est un peu rocambolesque, mais on s'en fiche, on vient voir ça aussi. C'est du cinéma, c'est pas la réalité vraiment de vrais chasseurs de tornades, même si je pense que ce film a amplifié ce phénomène très américain. Hein. Pour nous, c'est un peu abstrait. Voilà, il n'y a pas beaucoup de chasseurs de tornades en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus, mais bon, il faut quand même les trouver. Hein. Il n'y a pas vraiment de saison et d'endroit purement de tornades, alors qu'aux États-Unis, oui. Et c'est assez fascinant, surtout par rapport à l'écriture des personnages, je trouve. Certes, il y a du cliché. Oui, Lex, il va revenir vers sa femme, parce que possédé par le démon de cette obsession, et puis finalement, il se retrouve que c'est que dans le danger qu'il est vraiment lui-même, alors qu'il s'était un peu posé et embourgeoisé avec sa nouvelle compagne. Oui, bien sûr, celle-ci qui est paumée là-dedans, dans la vraie vie. Mais c'est du cinéma, je le rappelle. Il ne serait pas venu avec elle, probablement. Enfin, après, il n'était pas là à imaginer qu'il serait dans l'action. Il savait quand même que c'était la saison des tornades. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle un prétexte. Mais peut-être que c'est aussi le prétexte du personnage principal qui voulait revenir vers ces gens-là. Aussi, ça se sent. Et c'est assez intéressant là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup aussi la famille autour. Parce que clairement, cette équipe de chasseurs, ils sont très touchants. Alors, c'est pas de la folie non plus. Mais on voit, c'est un peu des gosses aussi, hein. Bon, le personnage de Philip Seymour Hoffman, mais pas que. Ils ont chacun leur rôle aussi, ils sont bien organisés. Il y en a un qui va suivre une carte routière, pas vraiment encore le satellite à l'époque, hein, qui est très scientifique et qui donne des expressions dès que la tornade est en mode silence, en mode la plus importante c'est le doigt de Dieu, voilà. Quelqu'un qui va écouter les communications radio. C'est vraiment bien organisé là-dessus, ils sont tous un peu borderline quand même, hein, parce que c'est des gens qui sont des trompes-la-mort, qui défient le danger. Et évidemment, la musique qui joue parfaitement son rôle, parce que c'est pas speed, hein, mais on va souvent vite sur la route pour vite aller dans un lieu, on va dire, potentiellement tourmenté. Et à un certain moment, chacun met sa petite musique à une scène comme ça. Le côté très rock and roll de Philip Seymour Hoffman, la musique classique de l'autre, un peu de country, etc. Et un beau mélange mixé sonore là-dessus. Ça rend le film, je trouve, très ludique et organique sur ces gens-là. Voilà. C'est des révoltés du système, d'une certaine manière, qui veulent vivre leur vie face au danger, et qui sont à l'opposé donc des antagonistes, si vous voulez. Hein. L'ancien de l'équipe, si on veut, joué par Cary Harris, qui depuis a eu des sponsors, et qui a l'argent, mais qui n'a pas les idées. Voilà, ça rappelle pas mal de choses sur l'Amérique aussi, ça, mais pas que. Mais bon, il n'y a pas vraiment de contexte ultra-politique non plus, c'est avant tout un fun movie, quoi. Mais il y a de l'émotion. Et je trouve que finalement, tout ce qui tourne autour de la pauvre future ex-femme, enfin, future femme, qui va être l'ex-future femme d'ailleurs, moi je trouve ça marquant. Voilà, même si vous n'allez pas vous attacher à ce personnage, faut pas déconner, mais on arrive à avoir de l'empathie pour elle, parce qu'elle souffre, et elle va être obligée d'accepter l'inacceptable, mais quand même, nous on le sait. C'est pas le genre de film qui se spoil. Hein. Et puis ouais, ça questionne aussi justement la chasse d'un certain fantôme, ce film, parce que on le voit dès le début, le personnage de Helen Hunt a perdu son père, donc elle a dédié sa vie à ces trucs qui ont tué son papa, et c'est un peu mortifère comme idée, et on voit qu'elle ne vit que pour cela en fait, dans l'espoir peut-être de comprendre ce qui a pu arriver à son papa, mais c'est pas pour autant qu'elle le retrouvera. Et on voit son ex-mari, peut-être qu'il est parti pour ces raisons-là, mais qu'il revient quand même, parce qu'il sait qu'il n'y a que comme ça qu'il peut vraiment vivre, avec l'adrénaline. Là, on en revient un peu à Speed, hein. Film d'adrénaline encore, hein. Yann de Bont là-dessus, visiblement, il avait la recette. Bon, c'est des films qu'on lui donnait à faire aussi. Puis bon, oui, il y a des petites références dans le métrage, je parlais du Magicien d'Oz, mais moi, il y a cette scène très marquante aussi, à chaque fois, même si je ne le vois pas énormément, ce film, hein. Là, ça faisait un petit moment, par exemple, que je ne l'avais pas revu. Au moment au drive-in, avant que la tornade arrive, c'est le calme avant la tempête, très belle ambiance ça aussi, et puis les gens qui regardent Shining, j'ai connu Shining après Twister, donc en fait j'ai vu des extraits de Shining avant de voir Shining grâce à ce film. Voilà, c'est une petite anecdote comme cela. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça où on se pose, même au cœur du cyclone, à un moment, il y a le cône du silence, ça joue beaucoup sur ça, ça permet aux personnages de s'exprimer, et de voir aussi leur petite psychologie. Bon, après, pour les effets spéciaux, on dira ce qu'on veut, mais pour l'époque, c'était quand même pas raté du tout. Et puis, on retiendra bien sûr cette vache, qui passe 2 fois. Non, c'est la même vache, hein. Croyez-moi. Là aussi, c'est peut-être un rapport à Wizard of Oz. Mais en tout cas, oui, c'est un film qui est marquant pour plein de raisons. On rajoute un petit peu de moments de danger autour de la tante Meg à un moment. Croyez-moi, à chaque fois, quand j'étais plus jeune, c'est une anecdote.
Je regardais le passage, même quand je ne revoyais pas le film en entier, quand je mangeais, quand j'étais seul chez moi et que je mangeais, le passage où elle leur sert ces gros steaks avec des œufs là. Voilà, le truc à l'américaine, à mort quand même. Mais bon, là il y a des petites idées aussi là chez Tante Meg avec ces petits moulins là qui tournent, qui préviennent, mais bon, ça prévient pas assez vite quand même. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de choses, la destruction, le chaos, les obsessions, la chasse aux fantômes pour la chasse aux tornades, mais c'est vraiment bien, hein. C'est purement dans les années 90, le duo Helen Hunt, Pete Paxton est vraiment bien, très très bon. Et puis tout ce qui tourne autour, ça passe quoi. Et on verra ce que la suite va donner. Bon, enfin la suite. L'autre itération, plus moderne. Alors, j'ai un peu peur, parce que mettre la technologie là-dedans, ça va être moins fun, je trouve. Parce que oui, ça serait une version moderne, ça peut être un remake, reboot des années 90, bien que la bande-annonce nous donnerait visiblement cet effet-là. Apparemment, ça va se passer de nos jours. Je sais pas. Bon, vaut bien nous pondre que l'un des personnages est le fils ou la fille du couple, là. Mais même si on les revoit pas, allez, hein. J'imagine qu'il va y avoir un lien et un clin d'œil comme ça. Bon, on en reparlera quand le film sortira. N'hésitez pas d'ici là à balancer donc votre avis sur ce film. Sa BO, j'en ai parlé vite fait, mais il y a aussi quand même 2 morceaux de Van Halen qui visiblement ont été faits particulièrement pour ce film. Et ils sont bons, ces morceaux. Voilà, notamment celui du générique final, là, et qui est très ambiancé. Voilà donc Twister, c'est avec plaisir que j'en reparle. C'est un film qui m'est cher quand même, pas ultime, mais j'ai quand même passé un excellent moment en le revoyant une nouvelle fois. À vous la parole dans les commentaires et je vous dis à la prochaine, ciao.